Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Cela fait déjà quelques décennies que nos imaginaires humains sont travaillés par la menace que représenterait l'intelligence artificielle. Et bien entendu, le cinéma s'est emparé et a contribué à fabriquer cette angoisse collective. Dans le film Terminator, qui date de 1984, la menace fantôme se nomme Cyborg, une sorte de machine humanoïde venue du futur, c'est-à-dire de 2029, grâce à une sorte de voyage temporel pour tuer la mère de celui qui incarne dans les temps nouveaux la résistance à une société totalement dominée par les robots et tuer dans l'œuf, si on peut dire, son adversaire avant qu'il ne naisse. Le Terminator est programmé pour s'infiltrer et tuer, moitié homme, moitié machine. Son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs, invulnérable et indestructible. Dans l'année 2029, selon Terminator, les intelligences artificielles sont entrées en guerre contre les humains qui les ont nourris et cette bataille a entraîné un hiver nucléaire et une quasi-extermination de leurs créateurs. Les ordinateurs du réseau de défense. Toujours plus sophistiqués. Contrôlant tout. Ils ont tout déclenché. Pour prouver leur science. Une nouvelle forme d'intelligence. Qui ne pouvait tolérer l'existence d'une décision humaine. Dans la vraie vie, l'année 2029 s'approche et la dystopie dont nous sommes témoins est d'une toute autre nature. Ce ne sont pas les robots qui veulent nous soumettre pour l'instant, mais ce sont les patrons des multinationales qui contrôlent les plus grosses plateformes d'intelligence artificielle générative. Et l'un d'eux, en particulier, Elon Musk, patron d'un grand nombre de firmes, dont Tesla, Starlink, Neuralink et X, ex-Twitter. Musk est le premier boss de la tech américaine à être au cœur du pouvoir politique et à pousser au maximum une logique de corruption structurelle. Cette corruption structurelle caractérise également le rapport que l'administration états-unienne entretient avec les crypto-monnaies. On parle de ces deux sujets avec Chris Di Politico Boy, ingénieur et journaliste, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et taulier de deux newsletters sur Substack, Old Fashioned et Fake Tech. C'est l'heure de la chronique du côté de chez Sam. Avant son départ de la Maison-Blanche, l'ancien président Joe Biden, qui lutte désormais contre un cancer extrêmement agressif, prenait à témoin avec gravité l'opinion publique de son pays et, par voie de conséquence, l'opinion publique mondiale. Aujourd'hui, une oligarchie prend forme en Amérique, dont l'ultra-richesse, la puissance et l'influence menacent concrètement toute notre démocratie, nos droits fondamentaux, nos libertés. Joe Biden est très loin de ressembler aux gauchistes types et les démocrates sont également liés intimement à de nombreux groupes d'intérêts d'ultra-riches. Mais comment ne pas lui donner raison quand on observe a posteriori le mélange de genres entre les activités politiques d'Elon Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, le fameux DOGE, et ses intérêts privés, notamment en ce qui concerne Grok, son chatbot d'intelligence artificielle générative. Au sein de DOGE, il y a eu différentes choses que Musk a mis en place avec ses équipes. Donc, il y a d'abord le fait d'avoir cherché à licencier des gens, donc tout un tas de fonctionnaires qui ont perdu leur emploi. Et pour essayer de déterminer qui il fallait licencier, ils ont utilisé des IA qui sont... Alors, c'est pas forcément Grok lui-même qui est le modèle de langage concurrent de ChatGPT, mais c'est des outils développés par son entreprise xAI, donc, dont Grok est le produit principal. Donc ça, c'est un premier outil qui a été passé pour repérer avec une IA, donc sans vraiment analyse fine d'une personne, quels étaient les postes à supprimer, avec donc forcément plein d'erreurs. Donc ce qui montre déjà comment l'IA est utilisée pour aller vite, pour faire des économies de temps, mais aussi pour bâcler le travail, en gros. Puisque l'idée que Musk avait, c'était pas de faire les coupes budgétaires et supprimer les postes qui est nécessaire, qui étaient les plus importants, enfin les plus intéressants à supprimer nécessairement, mais à créer un choc, quitte ensuite à réembaucher des gens. Il y a eu des cas comme ça où ils ont licencié par erreur des fonctionnaires, par exemple, qui étaient responsables de la sécurité des armes atomiques, et après ils sont allés les chercher un peu en catastrophe pour leur dire si, revenez, on s'est trompé, on n'aurait pas dû vous licencier. Donc il y a eu plein d'erreurs comme ça qui ont été faites, avec des soupçons forts qu'une partie de ces erreurs ont été induites par l'IA.
Donc ça, c'est l'utilisation de l'IA pour, en gros, conduire des purges dans la haute administration, dans l'administration publique. Après, il y a aussi eu le fait que c'est l'idée qui domine dans les équipes de Musk, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par les fonctionnaires et qui pourraient être faites par des IA, donc, dont Grok et ses dérivés. Et donc là, on a vu des licenciements et des fermetures de tout un tas de services qui ont été justifiés par le fait que ça allait être remplacé par l'IA, alors que c'est pas forcément prêt. Les outils sont pas forcément prêts, ils ont été développés à toute vitesse et qu'il y a un risque en fait de discontinuité du service. Donc ça, c'est aussi une façon de faire qu'on peut aussi retrouver d'ailleurs en France, hein, où on voit que de plus en plus l'IA est utilisée pour fliquer les gens qui ont recours aux aides sociales ou à Pôle emploi, enfin, euh, ce qui était avant Pôle emploi. Donc il y a cette idée de remplacer du travail qui était fait par des gens, par des IA. Donc après, ça peut être aussi créer des problèmes du style, si quelqu'un avant téléphonait parce qu'il a des problèmes, il n'a pas touché la pension de retraite à temps, ou il y avait une erreur sur les montants, ou il veut savoir s'il a le droit à certaines aides supplémentaires parce que sa situation a changé. Avant, il aurait fait face à une personne qualifiée qui aurait pu l'orienter, l'aider à remplir les formulaires, etc. Et l'idée de Musk, c'est de remplacer ça par des chatbots, donc des IA qui vont répondre aux questions, mais qui donc vont avoir des missions beaucoup plus euh, st- euh, resserré, donc avec une perte encore de qualité, parce que si les cas particuliers émergent, bah, une personne physique peut réfléchir, trouver des solutions, alors qu'une IA va être bornée à faire ce qu'elle connaît, ce qu'elle sait faire, et donc ça crée le risque d'une détérioration du service. Mais pour Musk, c'est tout bénéfice, parce que d'abord, ça lui permet de vendre lui et puis les autres firmes qui proposent des produits comme ça lui permet d'avoir un débouché pour ces IA. Et ensuite, bah, si ça désorganise l'État, comme c'est un peu le but de toute façon, si ça marche mal, c'est pas grave, entre guillemets. J'ai demandé à Politique Cowboy quel est le bilan de l'action politique de ces intelligences artificielles. Il s'était fixé pour objectif de réduire de 2000 milliards le budget de l'État. Donc ça fait à peu près un tiers du budget de l'État américain. Donc en gros le PIB de la France, quoi. Donc c'est pour donner une idée de l'ampleur de la tâche qui s'était fixée. Et il avait dit comme ça, de toute façon, son simplisme qui le caractérise, quand on va regarder dans les comptes de l'État, on peut tirer n'importe où, on est sûr de toucher, de toucher quelque chose et de faire des économies parce qu'il y a des gaspillages partout. Et en fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'en arrivant, donc ils ont mené un peu une attaque tout azimut très rapide sur tout un tas de branches du gouvernement, et ils ont licencié plus de 200 000 fonctionnaires. Mais en même temps, en termes d'économie, ça n'a pas du tout réussi, puisque lui-même a admis qu'ils avaient réussi qu'à dégager 140 milliards d'économies euh, sur un an, sur le budget annuel. Et ça encore, c'est un chiffre qui est contesté parce que donc il y a eu des articles de presse et des enquêtes justement pour regarder exactement quelles étaient les économies que Musk s'attribuait. Et en fait, il y a dans pas mal de cas, c'est pas des réelles économies ou c'est des choses qui vont quand même, qui au final vont coûter plus d'argent. Donc le chiffre même est très contestable, mais même si on prend le chiffre qui est avancé par Musk, 140 milliards, c'est beaucoup moins que ce qu'il avait promis. Et puis ça, au final, ça reste un peu l'épaisseur du trait dans le budget américain. Et par contre, donc beaucoup de dégâts qui ont été faits sur plein d'agences qui coûtent pas beaucoup d'argent comparé au budget de l'État, mais qui ont été sabotées ou qui vont quasiment disparaître. Donc des choses comme euh, l'aide américaine donc au développement pour l'USAID. Donc c'est un peu à la fois un outil de soft power et puis aussi considéré comme de l'aide humanitaire dans beaucoup d'endroits, qui a été très largement réduite. Beaucoup de coupes dans la recherche pour le cancer, pour différentes maladies et la prévention des épidémies, y compris aux États-Unis, hein, donc ça concerne aussi les Américains. Donc beaucoup de choses comme ça, tout la recherche scientifique qui a pris un coup, les capacités, tout ce qui touche au climat, donc pour mesurer les effets du réchauffement climatique et pour faire des prédictions météorologiques, ça a été pas mal démantelé aussi. Donc beaucoup d'aspects négatifs.
pour en fait un résultat assez médiocre en termes d'économie. Et par ailleurs, comme ils ont coupé beaucoup dans toutes les agences responsables de la perception des impôts et de la chasse à la fraude fiscale, surtout des riches, et ben du coup, en fait, ces coupes vont coûter de l'argent net au budget de l'État, puisque l'État perd les moyens de recouvrer l'impôt. Donc en fait, c'est un coût net pour les finances publiques. Mais c'était probablement ça le but, en fait, puisque le but surtout, c'était pas de faire des économies, mais d'enrichir des personnes comme Elon Musk. Pousser à l'extrême, la logique d'IAisation de la fonction publique et de la décision politique consiste à opérer une transformation radicale de l'État dans son essence même. Les entreprises qui produisent des IA comme OpenAI, XAI de Elon Musk, etc., ils ont pas forcément, ils ont un problème financier parce qu'en fait, comme ils produisent tous à peu près les mêmes outils et qu'il n'y a pas beaucoup de revenus, ben, ils ont besoin d'un débouché. Donc du coup, l'État a imposé, puisque les gens normaux dans le privé n'ont pas forcément envie d'avoir recours à ces outils, l'imposer par l'État, c'est garantir des revenus à ces entreprises et imposer à la société un mode de fonctionnement et des outils dont la société ne veut pas. Si on n'a pas envie d'utiliser quotidiennement Grok, mais qu'à chaque fois qu'on a affaire à une démarche administrative, on est confronté à Grok, ben, c'est une façon de forcer comme ça la main des gens. Donc il y a cet aspect-là, puis il y a l'aspect oui, de remplacer en gros les services publics et l'État par des IA pour faire des économies sur le fonctionnement de l'État et que ces économies-là puissent ensuite payer des subventions et des baisses d'impôts qui vont bénéficier aux plus riches et aux grandes entreprises, et en particulier à celles qui justement sont à la pointe de la haute technologie, de la tech, et qui produisent ces IA. Donc il y a un peu un cercle comme ça, et c'est vers ça qu'on va, et on le voit dans différents domaines. Quand Trump a déclenché sa guerre commerciale et a expliqué et a annoncé les différents taux les droits de douane qu'il imposait, beaucoup de spécialistes ont suspecté ou eu des soupçons forts comme quoi les détails de cette politique avaient été conçus avec l'IA. Et la raison, c'est que, enfin, les indices, parce que ça n'a pas été confirmé, mais les indices qui sont assez troublants, c'est d'abord le fait que quand on choisit un niveau de droit de douane, normalement, et c'est ce qu'avait dit Trump au départ, on calcule ça comparé à ce que, par exemple, si les États-Unis veulent mettre un droit de douane aux produits européens, ils vont regarder quel est le droit de douane que l'Europe impose aux États-Unis et quelles sont les barrières non douanières, par exemple les subventions à certains secteurs, les éventuelles manipulations des cours de la monnaie pour déterminer un droit de douane qui permette de rétablir un juste niveau dans les rapports commerciaux. Et c'est pas ça qui a été fait. À la place, ils ont pris le déficit commercial avec chaque pays. Et ça, c'est quelque chose que les économistes n'avaient jamais imaginé comme étant une solution qui ait du sens. En fait, c'est juste quand on demande aux IA du style Grok ou ChatGPT, etc., de concevoir une politique douanière, eux, ils ont cette approche-là. Et donc, ça montrerait qu'au lieu de prendre une approche recommandée par les économistes et on va dire le consensus de la science économique, ça a été fait à l'aide d'IA. L'administration, c'est un attribut central de l'État, la monnaie aussi, et ce n'est pas un hasard si Elon Musk a profité du Doge pour imposer le principe de la crypto-monnaie comme moyen de paiement. À travers le Doge, Elon Musk a mis en place ou a tenté de mettre en place des systèmes pour préparer les systèmes de l'État au fait qu'ils utiliseraient des crypto-monnaies à la place du dollar pour faire certains services. Donc, par exemple, on pourrait imaginer que désormais, les pensions de retraite, les allocations des vétérans et les remboursements de frais de soins et autres allocations familiales et choses comme ça, qui représentent des milliers de milliards de dollars chaque année aux États-Unis. C'est quand même une manne énorme. Et pour l'instant, les gens reçoivent des virements sur leur compte en dollars et ils pourraient, dans un futur proche, puisque ça, en gros, les conditions ont été réunies pour que ce soit possible via le Doge et certains décrets qui ont été pris par Donald Trump, on pourrait rapidement voir que ces paiements soient effectués à la place en crypto-monnaie. Et donc, ça obligerait les Américains à utiliser des crypto-monnaies même s'ils n'ont pas envie.
et ça créerait une situation où ensuite, la question de quelle crypto-monnaie sera utilisée, on arrive à une privatisation de l'argent et des gens comme Musk qui, eux, sont en train d'essayer de mettre en place justement une crypto-monnaie qui serait intégrée à leurs outils d'IA et à X, donc le réseau social, pour faire une sorte de plateforme unifiée pourraient bénéficier de ça si justement leur crypto-monnaie remplace le dollar dans certains flux financiers. Mais il n'y a pas que Musk. Donald Trump est à la manœuvre également dans cette intersection entre la technologie, l'économie et la politique pour faire avancer ses intérêts personnels dans ce domaine nébuleux des cryptos. 220 investisseurs crypto qui payent pour dîner avec le président, bienvenue dans l'ère Trump, et bonjour les ennuis pour le chef de l'État américain et sa famille. Il faut savoir qu'au départ, Donald n'était pas un enthousiaste des bitcoins et autres. Mais après les émeutes du 6 janvier 2021, l'homme d'affaires s'est senti marginalisé. Ses fils, Donald Jr. et Eric, très fans des crypto-monnaies, l'ont converti. Sa campagne électorale de 2024, financée en partie par des gourous du secteur, a fini de le faire changer de camp. Résultat, avant même son investiture, il lançait sa propre monnaie, le Trump Coin, et sa femme Melania aussi dans la foulée. D'autres membres de la famille, comme Baron Trump, ont aussi des monnaies à leur nom, mais officiellement, ils n'y sont pas associés. Ce dans quoi Baron Trump est associé, par contre, c'est World Liberty Financial, une entreprise spécialisée dans les cryptos, dont la famille est propriétaire à 60%. Le Congrès américain s'apprête ainsi à déréguler les stablecoins, des cryptoactifs pensés pour être plus stables que les crypto-monnaies façon Bitcoin et donc souvent indexés sur des monnaies existantes ou des paniers d'actifs. L'enjeu, c'est la privatisation de la monnaie, tout simplement. La monnaie, c'est un peu le privilège de battre la monnaie, c'est ce qui définit la souveraineté d'un État presque. Et donc, il n'était pas question de laisser ça à un milliardaire, à une société privée. Et on voit que ça a beaucoup changé, puisque maintenant, on est en train d'ouvrir la porte vers cette dérive. Et d'ailleurs, il y a un texte qui vient d'être voté au Congrès et qui a eu le soutien, y compris des démocrates, ce qui est assez fou. Pour l'instant, ces crypto-monnaies sont utilisées uniquement pour faciliter les paiements. C'est de la liquidité pour la spéculation sur les autres cryptoactifs. Mais là, ça pourrait devenir une monnaie à part entière. Donc, il y a cet aspect-là du texte. Et l'autre aspect, c'est justement ouvrir la possibilité à ce que ces crypto-monnaies soient utilisées à la place du dollar dans la sphère publique. La loi à venir pourrait, selon Chris, consacrer la légalisation de l'hypercorruption au sommet de l'État. Maintenant, la loi du Congrès va rendre plus officiel l'usage de ces actifs. Et Trump, lui, en parallèle, en a créé une. Donc maintenant, les sociétés gérées par Trump et sa famille ont mis en place un stablecoin. Et on a déjà vu que les Émirats arabes unis donc déjà, quand il a été mis sur le marché, il y a en gros pour 500 millions de dollars qui ont été achetés. Donc ça, c'est de l'argent qui va potentiellement dans les caisses de Trump, indirectement parce que lui ne touche pas les 500 millions puisque ça sert à convertir l'argent ensuite, mais il va toucher les commissions sur cette manne. Et puis, donc les Émirats arabes unis sont en train d'acheter une plateforme de courtage en ligne en crypto qui s'appelle Binance. Et ils ont annoncé qu'ils allaient utiliser le stablecoin de Trump, ce qui veut dire que ça donne une légitimité à ce stablecoin et ça va lui faire toucher des millions de dollars de commissions. Donc ça, c'est déjà une façon de corrompre Trump, de se faire bien voir quand on est les Émirats arabes unis. On utilise des produits financiers qui lui font des rentrées d'argent directes. Et donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième, c'est que Trump a aussi une crypto-monnaie spéculative, pour le coup, qu'il avait lancée juste avant de prendre ses fonctions pour son second mandat. Donc c'est le Trump Coin. Comme on l'a vu dans l'Amérique de ce premier quart de siècle finissant, on est loin d'une sorte d'émancipation des robots et des outils technologiques devenus si performants qu'ils prendraient leur revanche sur les humains. Au contraire, ce que permet l'accélération du progrès, avec de gros guillemets, c'est l'hyperconcentration du pouvoir, de l'argent, des serveurs et des outils d'échange par un nombre de plus en plus limité d'humains, au détriment, plus que jamais, du grand nombre.
Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Le Média, votre média, est aujourd'hui la seule chaîne d'infos indépendante et proche du terrain des luttes sociales à avoir sa place dans le paysage audiovisuel français. Nous devons désormais élargir notre diffusion en nous battant contre la tentation de nous exclure qui existe chez de gros distributeurs de box comme SFR ou Bouygues. Nous devons également étoffer nos programmes pour tenir la concurrence des énormes machines tenues par les milliardaires. C'est la bataille essentielle de l'info et nous ne pouvons la gagner que grâce à vous. Si vous voulez nous soutenir via un abonnement de soutien ou un don défiscalisé, c'est sur le mediatv.fr/soutien que ça se passe. Restez connectés aux médias.